Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue au webinaire organisé par la plateforme Droits de l'Homme. Je suis Caroline Martinez, coordinatrice adjointe au secrétariat exécutif de la plateforme. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore la PDH, c'est un collectif créé en 2017, regroupant 26 ONG françaises agissant à l'international pour la promotion et la défense des droits humains. Son objectif est de renforcer la dynamique collective et l'efficacité de ses membres. La PDH mène actuellement une campagne de plaidoyer depuis mi-mars sur fond de présidence française de l'Union européenne, avec pour point d'ancrage une note de position rédigée après consultation des membres de la PDH à destination des autorités françaises et européennes. Notre volonté est de faire entendre les recommandations formulées par les organisations de la société civile membres autour des thématiques de promotion, de la protection et du respect des droits humains. Nos supports de communication plaidoyer sont multiples. Une note de position, des capsules vidéo comme vous venez de le voir, des citations par thématique et ce webinaire. En cette journée de l'Europe, nous rendons hommage à une proposition faite par Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères français le 9 mai 1950, de créer une organisation européenne pour mettre en commun les productions de la France et de l'Allemagne de charbon et d'acier, prémisse de l'actuelle Union européenne. Ce webinaire se concentre sur deux enjeux majeurs auxquels est confrontée à l'heure actuelle l'Union européenne, qui doivent en effet être considérés comme de véritables priorités par celle-ci, notamment dans le développement des politiques protectrices des droits humains dans les prochaines années. Le webinaire a pour but, le but du webinaire, excusez-moi, est de formuler des axes de travail et des recommandations. Je laisse sans plus tarder la parole à Lionel Grassi, directeur de plaidoyer à la Fédération internationale des ACAT, modérateur de ce webinaire, pour introduire les thématiques et les intervenants. Bonjour, merci Caroline de m'avoir présenté. Donc effectivement, je suis Lionel Grassi, membre de la FIACAT, la Fédération internationale des ACAT. Je suis ravi de pouvoir modérer cette session en ce jour spécial, hein, journée de l'Europe, qu'on célèbre, je dirais, de plus en plus. Ce qui peut nous réjouir, c'est sûrement un sentiment aujourd'hui d'être européen. Euh, de renforcer aussi cette idée, je dirais, du collectif et d'appartenance. Moi, dans les idées, je souhaite aussi qu'un jour on puisse avoir cette carte d'identité européenne qui faciliterait aussi, encore une fois, ce que l'on veut travailler autour de cette journée, c'est ce sentiment d'appartenir à une Europe auquel on est attaché, mais qui a tout de même ses travers. Et c'est pourquoi la société civile que nous représentons aujourd'hui aussi organise ce type d'intervention pour pouvoir exprimer des recommandations, comme l'a dit Caroline, à l'endroit de la présidence française et à l'endroit sûrement des autres présidences de l'Union européenne qui vont succéder. Sans plus tarder, je vais présenter nos trois interlocuteurs. Cet atelier se fera en deux parties. Une première partie autour des politiques européennes sur la protection et la promotion des droits humains. Et je remercie Emma Akili qui nous fait l'honneur d'être ici et qui représente le International Dalit Solidarity Network, mais également le Human Rights and Democracy Network, qui, je dirais, est le pendant de la PDH au niveau européen et finalement qui assure ce plaidoyer également auprès des institutions européennes pour une représentation et une promotion protection des droits humains à travers diverses associations et diverses activités comme aujourd'hui, d'activités de plaidoyer, de discussion et d'échange avec les institutions européennes. Mais, euh, mais comme je le disais, cette Europe qu'on aime, elle a également en son institution certains travers et parfois la question de la réduction de l'espace civique, de la société civile au sens large, hein, les lanceurs d'alerte, les représentants d'ONG sont aussi parfois contraints et voient, je dirais, leur voix un peu éteinte. Et donc, le réseau, le Human Rights and Democracy Network, a mené une enquête qui nous sera présentée par Emma
afin de voir quels sont un petit peu les points de difficulté dans nos relations et ce qui pourrait être amélioré. Et puis, dans un second temps, nous reviendrons sur ce fameux devoir de vigilance que vous avez pu voir aussi dans l'introduction de ce séminaire, avec, je dirais, à l'honneur Stéphane Brabant, qui représente l'Alliance pour des avocats pour les droits humains, mais qui a aussi une longue expérience, vous verrez, sur l'Afrique et sur le développement, et qui va bien sûr nous parler de ces directives, de contenu sur le devoir de vigilance. Et enfin, nous aurons l'honneur d'avoir Raphaël Chenuy-Lazan, le directeur général de l'Ensemble contre la peine de mort et également un des membres fondateurs de la plateforme pour les droits humains, qui lui nous parlera plutôt du volet français sous cette présidence-là en matière de devoir de vigilance. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Emma et je vous inviterai après cette intervention à quelques questions-réponses avec notre intervenant. Et puis, dans un second temps, ensuite, nous aurons également les présentations et vos questions-réponses qui pourront suivre. Je vous remercie de votre attention et merci Emma Akili de nous présenter un petit peu les retours d'enquête du Human Rights and Democracy Network sur ces accès de la société civile aux institutions européennes. Merci. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Merci de m'avoir aujourd'hui. Voilà, comme l'a dit Lionel, je représente aujourd'hui le réseau Droits de l'homme et démocratie, qui est un groupement informel d'ONG qui travaille sur les questions de droits de l'homme et de plaidoyer au niveau de l'Union européenne. Nous avons donc au jour d'aujourd'hui 58 membres qui viennent de toute l'Europe. Et historiquement, donc pour placer un peu les résultats de l'enquête, nous avons travaillé sur les questions de droits de l'homme dans la politique extérieure de l'Union européenne. Tout ça, c'est un peu compliqué, les droits de l'homme ayant été pendant longtemps exclusivement traités par le Conseil de l'Europe. Donc, ça ne fait que, je dirais, une quinzaine d'années que l'Union européenne travaille de plus en plus sur les questions de droits de l'homme à l'intérieur, au sein des États membres. Mais cette enquête porte surtout sur des questions relatives à la politique étrangère et à la place des droits de l'homme dans les politiques de coopération, de diplomatie et tout cela, et pas tellement au niveau de ce qui se passe à l'intérieur des États membres en Europe. Mais on y travaille de plus en plus, donc occasionnellement, quelques réponses portera là-dessus aussi. Donc nous avons 22 membres qui ont répondu à cette enquête et on voulait savoir s'il y avait eu une évolution par rapport à l'accès des ONG droits de l'homme au personnel des différentes institutions européennes, que ce soit la Commission européenne ou le Conseil ou le Parlement européen, qui ont tous donc des rôles différents à jouer, mais qui sont toutes des partenaires par rapport à différentes questions de politique européenne. Et donc, le questionnaire portait aussi sur différentes politiques qu'a l'Union européenne pour savoir s'il y avait une différence par rapport à la direction générale qui s'occupe de la coopération ou celle qui s'occupe de la diplomatie. Donc, il y a beaucoup de niveaux et évidemment, les réponses ne vont pas être exactement toutes les mêmes parce que c'est des personnes différentes qui ont des cultures différentes et des expériences différentes de relations avec la société civile. Mais voilà, dans les traités de l'UE, il y a écrit que les institutions doivent avoir un dialogue avec les ONG. Mais bon, il n'y a pas vraiment de loi qui oblige l'Union européenne à nous consulter. C'est parfois plus détaillé pour tout ce qui est législatif, qui tend à être plutôt à l'intérieur de l'Europe. Mais en matière de diplomatie et de relations extérieures, c'est un peu un flou. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait un peu vérifier comment la situation a évolué les dernières 2 années. Parce qu'évidemment, avec la pandémie aussi, il y a eu un peu une situation différente et il faut qu'on puisse un peu retrouver le niveau de dialogue qu'il y avait avant. Alors, donc, il ressort de cette enquête, voilà, je voulais juste aussi clarifier qu'on ne va pas regarder ici la qualité des politiques de l'UE. Ce n'est pas vraiment la question parce qu'il y a beaucoup de gens, évidemment, qui ont dit
voilà, on n'est pas très consulté, mais cette politique, on ne la trouve pas efficace et donc on n'engage pas. Je voulais juste vraiment parler de quel est le niveau de dialogue que nous avons en tant qu'ONG, quel est le niveau de participation, combien on est écouté, mais pas vraiment si les politiques en soi sont efficaces ou pas. Donc voilà, je voulais juste préciser cela. Donc, en général, la tendance qui se dégage, et les gens ont l'impression qu'il y a de moins en moins de consultations. Alors, on ne sait pas si c'est à cause de la pandémie et le fait qu'il y a eu toute une période de flou, les institutions étaient fermées, il fallait tout remettre en place leur méthode de travail, comme probablement en France avec le gouvernement, ou si c'est qu'il y a un relâchement au niveau de la priorité donnée aux droits de l'homme ou à la consultation avec la société civile, mais les gens ont vraiment l'impression qu'au niveau de la fréquence et au niveau de la qualité, il n'y a pas eu de progrès et il y a eu un déclin les dernières années. Alors, évidemment, ce que remarquent beaucoup de gens, c'est que la qualité de ce dialogue dépend en grande partie de la qualité des interlocuteurs et de leur engagement. Alors, c'est normal jusqu'à un certain moment. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibilisés aux droits de l'homme et ont besoin de consulter la société civile. Mais ce que ça signifie, c'est qu'il n'y a pas une politique claire qui soit communiquée clairement au personnel de l'UE en disant « vous devez faire cela, c'est un impératif, vous allez être évalué là-dessus et vous êtes vraiment obligé de le faire ». S'il y avait ça en place, ça ne dépendrait évidemment pas ou moins de l'engagement individuel des personnes. Ça ne devrait pas le dépendre, en tout cas, si c'était clair qu'ils devaient le faire. Donc, voilà, il y a un ressenti que la Commission et les autres institutions font parfois du dialogue avec la société civile par faveur et pas par obligation, et pas par politique, et pas par véritable volonté politique de le faire. C'est quelque chose qu'on vous accorde et dont vous deviez être un peu gré, mais voilà, ce n'est pas en tout cas quelque chose qu'on peut exiger formellement et qui sera respecté. Évidemment, les gens qui travaillent dans les droits de l'homme, le personnel de l'UE qui travaille dans les droits de l'homme est beaucoup plus sensibilisé à ce genre de questions. Ils savent que la société civile est importante, ils savent qu'il faut parler aux experts et même ils ont besoin de parler avec nous pour avoir des informations qui leur servent dans leurs outils et leur politique droits de l'homme. Mais le plus on s'éloigne de ce noyau de gens qui travaillent dans ce domaine, le moins il y a ce ressenti que c'est quelque chose dans lequel ils vont engager de façon sérieuse et profonde. Et la remarque aussi, c'est que si cela se passe en général assez bien au niveau technique, donc au niveau du personnel spécialisé ou au niveau des responsables géographiques par pays, le plus on monte dans les hiérarchies, le moins on a de l'engagement. Donc, s'il est possible de parler facilement aux responsables géographiques Ouganda ou Vietnam, si on veut parler au chef d'unité, si on veut parler au directeur, et le plus ça monte en grade, le plus c'est compliqué d'avoir ces personnes à disposition. Et à la limite, quand ils participent, c'est vraiment pour ouvrir les discussions et après la personne part et ça reste au niveau des responsables géographiques. Et ça, c'est vraiment un changement parce qu'avant, on avait vraiment beaucoup plus d'engagement au niveau de la hiérarchie. Alors là, il y a une exception que tout le monde a remarqué, c'est les parlementaires. Les parlementaires sont très engagés, ils sont vers la société civile, c'est des personnes eux-mêmes et leur bureau qui sont très habitués à parler au public, qui ont beaucoup de demandes de rencontres, aussi parce qu'ils sont très vocaux, ils s'expriment beaucoup. Donc, quand on travaille dans les droits de l'homme, c'est évidemment quelque chose que parfois on recherche, ce genre de capacité à s'exprimer dans les médias et ouvertement et fortement. Donc, ils sont très recherchés par la société civile, mais les gens remarquent qu'ils sont très disponibles et même proactifs, c'est-à-dire ils n'attendent pas nécessairement que les ONG demandent des réunions. Quand ils préparent un rapport sur une thématique, ils vont chercher la société civile, ils vont contacter notre réseau, ils vont demander à nous rencontrer et avoir les avis des ONG. Donc ça, c'est vraiment une grande exception.
Sinon, un grand point de différence avec avant, c'était qu'au niveau du cabinet, des commissaires, donc en politique étrangère, on est passé de Madame Mogherini à Monsieur Borrell, et tout le monde a remarqué qu'ils avaient un accès beaucoup meilleur au cabinet Mogherini qu'ils n'ont avec le cabinet actuel. Donc, très peu d'organisations ont pu rencontrer M. Borrell ou même son équipe, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Évidemment, même parmi nous, les ONG sont honnêtes et on note évidemment, Lionel peut le confirmer, que si on est la FIACAT avec un grand réseau d'ONG derrière et beaucoup de membres et beaucoup de représentants, où on est Amnesty International et on a ce genre de profil et de visibilité, ça va être plus facile d'avoir une réunion que si on est une petite organisation qui n'est pas extrêmement connue. Alors, ce qu'on fait d'habitude à Bruxelles, c'est d'aller à ces réunions ensemble. Donc, on apprécie beaucoup que les grandes ONG ouvrent la voie et amènent les plus petites avec elles dans ces réunions. Mais même elles ont remarqué des difficultés. Par contre, sur un point positif, je remarque que les gens ont été très positifs par rapport au cabinet de politique intérieure de l'UE. Donc, Madame Jourova, Didier Reynders sur la politique de vigilance des entreprises ont été, par exemple, très ouverts. Madame Dali sur l'antidiscrimination, beaucoup plus ouvert que le cabinet de M. Borrell. Ça, c'est à remarquer. Donc, en général, par contre, les consultations formelles autour des dialogues de droits de l'homme, les sommets, les visites à l'étranger, donc pas juste les réunions individuelles entre ONG et fonctionnaires, mais les consultations qui se font au niveau de tout un réseau autour de grands événements comme ça. On remarque que les délais deviennent de plus en plus courts. Donc avant, dans mon expérience, ça fait longtemps que je travaille sur ces sujets, il y avait un planning toute l'année des dialogues droits de l'homme avec des dates précises. Et maintenant, on n'a plus du tout ça. Alors, on comprend que ce n'est pas facile pour l'Union européenne parce que les pays, maintenant, deviennent de plus en plus réticents à avoir ces dialogues. Et donc, une façon de les éviter ou d'éviter qu'ils soient bien préparés, c'est de communiquer à la dernière minute les dates de leur disponibilité à l'Union européenne. Et donc, l'Union européenne, à son tour, a peu de préavis pour nous notifier, à nous, les ONG. Donc, on comprend que c'est comme ça, mais donc, quelle que soit l'origine de la chose, on a juste quelques jours de notification, très peu de temps de consulter nos membres pour qui c'est nécessaire de le faire. Et donc, on arrive à des réunions un peu, si on a le temps d'y aller, parce qu'on ne peut pas nécessairement dégager le temps dans l'agenda. Voilà, on reste on n'a pas la capacité d'aller assez en profondeur. Les réunions sont plus rapides et depuis qu'elles sont sur Internet, d'un côté, les gens peuvent participer plus facilement et peuvent aussi amener, c'est mon cas, nos défenseurs dans ces réunions, ce qui n'était pas possible avant. Mais on se retrouve avec des réunions avec 80 personnes en ligne, avec le même durée de temps qu'avant, 1 heure pour tous donner notre input. Et donc, de ce temps-là, on se trouve tous très pressés, on ne peut aller que superficiellement. Et donc, ça, on a remarqué que ça ne rend pas les choses plus faciles de notre côté. Après, qu'est-ce qui est fait de notre input? Ce n'est pas toujours très bien communiqué. Donc, ça, c'est plutôt une plainte générale. Je ne pense pas qu'il y a eu d'évolution là-dessus, mais voilà, on donne nos briefings et on ne sait pas trop si ce qu'on a dit est soulevé. Parce que ce qu'ont remarqué les gens, c'est que si on nous demande beaucoup d'input avant la préparation de ces événements, on a encore moins de retours sur ce qui s'est passé. Donc, il y a plus de demandes de briefing que de débriefing après l'événement. Donc, des fois, on sait ce qui a été fait de notre input, des fois, on ne le sait pas. Et les gens remarquent que c'est encore plus le cas pour des visites ou des réunions à haut niveau
les gens veulent bien avoir nos informations, mais ne sont pas du tout pressés de nous donner des retours. Et s'ils le font, ils demandent au responsable géographique qui n'était même pas dans la réunion et qui n'a pas participé au sommet et qui ne sait pas trop ce qui s'est dit, de venir parler à la société civile. Évidemment, là, il n'y a pas beaucoup de retours. Il y a moins d'ouverture du représentant spécial des droits de l'homme, qui est une espèce d'ambassadeur de l'UE sur les droits humains. Avant, on avait une bonne idée peut-être de son calendrier, il y avait plus d'engagement. Et depuis 2 ans, beaucoup moins. Donc, on n'a pas d'idée à l'avance des pays qu'il va visiter. On ne sait pas trop quelle ONG il consulte. Il ne passe pas toujours par le réseau. Il contacte des ONG individuellement et donc on ne sait pas trop sur quelle base les ONG sont invitées. Mais voilà, il y avait une remarque par rapport au déclin là. Et sinon, voilà, il y a plein d'ONG qui ont remarqué des événements très positifs par rapport à, par exemple, le sommet UE-Chine. Sur la Chine, l'UE est toujours très engagée en matière de droits humains, soulève des cas individuels et c'est un peu un modèle. Je dis ça parce qu'on a la preuve que c'est possible de le faire, d'inviter plein d'ONG, d'avoir vraiment le temps de parler, d'avoir bien les informations, de donner des bons retours. Donc ça a été présenté un peu comme un modèle de ce qui est possible de faire quand l'UE veut bien faire les choses. Et après, bon, Lionel sera peut-être plus capable, mais le sommet UE-Afrique a reçu beaucoup de plaintes par rapport à l'engagement des ONG qui ne comprennent pas bien comment ça se passe. Donc, comme ça a sa propre consultation société civile qui fait partie de ce dialogue, peut-être toi, tu sais expliquer pourquoi ça se passe différemment que pour d'autres pays. Où il y a eu le sommet européen contre le racisme, que les gens ont remarqué était très bien organisé. Donc, je pense qu'en conclusion, ça se passe bien quand l'UE est très engagée en matière de droits de l'homme dans le pays en question. Elle a besoin des ONG pour avoir une bonne préparation de son événement, comme par exemple le sommet sur le racisme, ou d'autres sommets où vraiment l'input des ONG est très, très important. Et où le personnel est sensibilisé au fait qu'il doit parler à la société civile, où il veut le faire, et il prend ça sérieusement. Et évidemment, donc le contraire est vrai dans les pays où on est moins engagé sur les droits de l'homme. Et là, les membres ont mentionné les pays de la zone méditerranéenne, par exemple l'Algérie, Maroc, Égypte, là où voilà, c'est considéré par l'UE plus sensible, où on n'a pas l'habitude de parler aux ONG même dans le pays là-bas. L'espace est très fermé. Et donc, les gens ont moins une culture de dialogue, que ce dialogue fait partie des relations avec le pays lui-même et donc, par extension, avec les ONG même à Bruxelles. Et où les gens voilà, sont moins sensibilisés, ça se passe moins bien. Donc, tout ça appelle pour je pense, un renouveau d'un accord entre l'UE et la société civile sur la consultation des ONG et autres acteurs. Ça peut être les universités, le secteur privé aussi. On est tous ensemble consultés et qu'on soit qu'on soit des engagements beaucoup plus fermes de l'UE sur comment elle va faire cela et que c'est important de le faire, surtout en matière de droits de l'homme. Merci. Merci Emma. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Merci. Bah, du coup, je n'ai pas eu à censurer ton espace de parole. Tu as respecté les temps impartis, donc merci pour ça. Je crois que pas mal de choses ont été balayées sur 10 minutes avec beaucoup de points intéressants, hein, mais qu'on retrouve, comme il a été dit, j'imagine, ce qui existe auprès des institutions européennes, dans les dialogues, dans les relations avec les personnels aussi des institutions, se retrouve au niveau de la France et des partenaires, mais que sûrement d'autres ONG dans d'autres pays de l'Union européenne rencontrent en capitale avec les différents ministères. C'est-à-dire que ce que j'entends, c'est que finalement, peut-être à un certain moment donné, plus on va monter hiérarchiquement au niveau politique et moins on se sent écouté. Et à l'inverse, en tant que société civile,
on apparaît presque comme des coopérants techniques qui vont collaborer facilement avec le point focal de droits humains ou le point focal telle thématique sur tel ou tel sujet. Le racisme, comme tu as mentionné, les discriminations, etc. Où là, on a un vrai travail, je dirais, de fond qui peut être mené et à un moment donné, une sorte de perte de communication dans cette chaîne-là. Et je pense qu'un des témoignages que tu as mentionné qui est intéressant, c'est finalement la question du suivi. C'est-à-dire qu'on est consulté en amont, on participe avec un objectif d'avoir des recommandations et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on doit nous garder en tête au sein même de la PDH. Qu'est-ce qu'on va faire de ces recommandations de ce webinaire et quel suivi on veut en assurer. Pour aller tout de suite aux questions, il y a plusieurs participants qui je dirais, t'interpellent, Emma, au nom aussi du HRDN. Alors, notamment, disons, une des premières questions, c'est quelle va être l'utilité ou en tout cas, quelle va être l'utilisation de cette enquête, notamment en termes de plaidoyer. Est-ce qu'il va y avoir des sollicitations des représentants directement, des courriers adressés par le HRDN, des notes de position du HRDN transmises et finalement, qui pourrait être interpellé en priorité avec les conclusions de cette enquête au niveau européen. On a entendu finalement aujourd'hui que essentiellement, on avait un interlocuteur aujourd'hui, c'était le Parlement européen, qui était vraiment le défenseur, un peu le garant de nos droits et de nos libertés face aux institutions. Mais quelle va en être la suite? Après, on a reçu énormément d'autres questions. Voilà un peu la première question. Qui est interpellé en priorité au niveau des conclusions et comment on va le mener en termes de plaidoyer? Parce que peut-être c'est aussi des choses qu'on va pouvoir dupliquer, je dirais, au niveau de la présidence française, évidemment. Et puis, comme il y a d'autres questions, après cela, éventuellement, on pourra en traiter d'autres. Merci. Oui, merci. Donc, voilà, on a fait cette enquête parce qu'on voulait passer du niveau ressenti individuel exprimé dans des réunions, genre ton accès, il n'a pas empiré. Oui, moi aussi, j'ai l'impression, mais donc on a voulu faire cette enquête pour vraiment mettre sur papier si c'était le cas ou pas. Et donc, maintenant qu'on a les résultats, on va pouvoir s'adresser à la commission, on va le faire. Parce qu'évidemment, ce qui nous interpelle, c'est que la commission, les institutions, eux, parlent beaucoup de l'espace qui se referme pour la société civile au niveau mondial. Alors, ils vont parler de ce qui se passe en Russie, ils vont parler de ce qui se passe au Zimbabwe, mais après, ils ne se regardent pas eux-mêmes pour évaluer comment eux-mêmes, quelle place ils laissent à la société civile. Alors, voilà, on a fait un peu aussi un recensement de là où on avait lu les engagements de l'UE ou les commentaires qu'elle avait fait par rapport à… Donc, on a retrouvé dans les traités qu'il y a cette obligation. Mais voilà, on a vu, il n'y a pas de politique qui a été couchée sur papier, surtout en matière de politique extérieure. Donc, je pense que ce qu'on devrait faire, c'est demander que l'UE vraiment mette sur papier qu'est-ce qu'elle pense, c'est le genre d'engagement minimum qu'il y a à avoir. Alors, heureusement, on a les Nations Unies, on a le Conseil d'Europe qui travaillent vraiment exclusivement sur les droits de l'homme, qui ont écrit des choses là-dessus. Donc, on peut se baser sur des standards internationaux et on va devoir demander d'avoir une politique là-dessus pour pas qu'on ait à chaque fois à supplier les interlocuteurs de bien vouloir nous voir. Alors, à qui cela se fait? Au niveau du service extérieur d'action européenne, qui est notre interlocuteur principal. Il y a une unité droits de l'homme qui est responsable des politiques de droits de l'homme, mais qui est aussi conseillère des unités géographiques. Et en tout cas, eux seraient un de nos premiers interlocuteurs, mais évidemment, si l'institution va l'adopter comme politique, ce serait vraiment au niveau de la commission ou tout du moins de la hiérarchie du SEAE. Maintenant, on a remarqué que si ça se passe bien au niveau du Parlement, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, il y a des délégations qui sont des groupements de parlementaires qui ont des relations avec les pays tiers. Donc, il y a la délégation pour le Golfe, il y a la délégation pour la Chine. Qu'au niveau de ces groupements-là, il y avait très peu de consultations. Donc, moi, j'aimerais bien aussi qu'on voit avec le Parlement, qui vient d'adopter une résolution sur la fermeture de l'espace à la société civile en Europe.
et où il y a écrit dans une des chapitres de cette résolution qu'il faut que les institutions soient plus ouvertes à la société civile, ben, on va les prendre à la lettre et on va leur dire, voilà, dites-nous, mettez sur papier quelle va être votre politique, qu'il s'agisse de propositions législatives ou qu'il s'agisse des textes en matière de relations extérieures. Parce que même si ça se passe bien, en quoi c'est plus juste qu'on soit juste consulté comme HRDN, mais que d'autres ONG comme la plateforme, la PDH par exemple, pourquoi pas invitez-vous? Donc, sur quelle base ils vont sélectionner les ONG? Pourquoi c'est pas plus public? Pourquoi il n'y a pas plus d'ouverture au monde aussi extérieur de la petite bulle de Bruxelles? Donc, je pense qu'avec chaque institution, c'est un peu différent, mais on a besoin un peu de remettre les choses à plat avec. Merci Emma. Effectivement, on est aussi dans ces dimensions-là de facilité d'accès quand on est basé à Bruxelles, quand on est, je dirais, près des opérateurs. Mais finalement, ce qui est aussi intéressant, c'est de faire entendre la parole des sans-voix qui sont loin des institutions. Et un point que j'ai trouvé intéressant également et qui est mentionné, c'est dans quelle mesure on pourra avoir des textes presque législatifs pour renforcer la présence et la reconnaissance de la société civile, parce qu'on entend souvent dans les normes ou dans différents textes que finalement la société civile est consultée, elle a sa voix, etc. Mais finalement, dans quelle mesure elle est protégée et dans quelle mesure, à un moment donné, elle ne se substitue pas aux obligations de l'institution, puisqu'elle prend des responsabilités, mais finalement, quelle est la protection qui va lui en être assurée. Pour ce faire, il y a un petit document qui vous sera partagé dans le chat. Il y a un document qui a été préparé, note de position, par Open Society Foundation, qui présente quelques arguments novateurs, finalement, dans l'espoir, je dirais, de susciter une plus grande utilisation du droit européen, car il y a un droit européen existant qui pourrait conduire à des protections d'une société civile finalement un peu plus forte que celle qui existe actuellement. Et encore une fois, je dirais, c'est pas les grandes voies, mais savoir comment un groupement de personnes qui parfois aussi, même au sein même de l'Union européenne, n'est pas constitué en ONG, en association, mais qui pourrait aussi avoir sa voix à faire entendre. Une autre question peut-être, Emma, c'est finalement dans l'idéal, quelle fréquence devraient prendre les consultations de l'Union européenne? Est-ce qu'on a parlé, à un moment donné, tu as parlé dans ton intervention d'agenda qui était sous l'ancien cabinet, on avait quelque chose quand même d'assez réglé où on pouvait se préparer en amont, collectivement, de façon individuelle, etc. Solliciter pour les ONG aussi qui sont fédératrices, solliciter les membres, les acteurs locaux du terrain, avec cette notion aussi entendue de dire ça fonctionne quand ça vient aussi, quand il y a une implication de la délégation de l'Union européenne au niveau local, qui est très impliquée avec les acteurs de la société civile locale. Alors, je dirais que les ONG basées à Bruxelles ou en représentation auprès de l'Union européenne ont finalement leur voix qui fait écho. Mais finalement, est-ce qu'il y a un idéal un peu de ces consultations pour toi au niveau de la fréquence? Merci. Alors, oui, merci. Donc, je voulais vraiment séparer les consultations législatives où il y a la commission a un programme de travail législatif. On peut être au courant de ce que c'est une année avant. Il y a des consultations online où tout le monde, même les citoyens, peuvent participer. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, en matière de politique extérieure, il y a presque aucun agenda. On ne peut pas savoir qu'est-ce que la Commission de l'Union européenne prévoit de faire sur l'année, ou très peu. Il y a les présidences qui donnent quelques priorités, mais après, vraiment, dans le détail, on a très peu parce qu'il ne s'agit pas de législation. Et donc là, dans l'idéal, je pense que on est toutes des ONG qui travaillent sur des pays différents, des thématiques différentes. Et donc, je pense que comme notre but, c'est que l'Union européenne fasse le relais de nos préoccupations auprès des gouvernements, parce qu'on veut signaler des violations des droits humains,
Donc, c'est avant que la Commission européenne a des moments clés où elle va aller discuter avec le gouvernement. Donc, le dialogue droits de l'homme, c'est une de ces occasions. On nous demande avant quel est notre input parce que l'Union européenne va aller parler au gouvernement et va aller faire des demandes, on espère. Donc là, par exemple, c'est un moment clé ou un sommet. Dans l'idéal, on a tous trouvé que même beaucoup mieux que les dialogues droits de l'homme, c'est quand l'Union européenne va aller négocier un traité commercial. Parce que là, le gouvernement du pays écoute vraiment et la Commission a beaucoup de leviers là-dessus. Et des fois, c'est là où on est le moins consulté parce que les gens qui négocient le commerce n'ont pas toujours les droits de l'homme en tête. Ils ont déjà d'autres préoccupations à négocier. Mais pour nous, normalement, les droits de l'homme doivent être mainstreamés, on dit à Bruxelles, hein, c'est moi atroce. Et ils doivent être horizontalement intégrés dans toutes les politiques de l'Union européenne. Ça ne doit pas rester le silo des gens qui parlent de droits de l'homme ou gens qui parlent de droits de l'homme dans le gouvernement. Donc, dans l'idéal, tout moment clé, et le plus la Commission a un levier, le plus ce serait le moment clé pour nous de pouvoir en parler. Maintenant, je sais que la Commission européenne est frustrée parce que des fois, ils ont le dialogue avec le Laos et il n'y a aucune ONG à Bruxelles qui travaille là-dessus et donc ils disent oui, mais nous on vous consulte et il n'y a personne qui vient. Donc je comprends des fois, ils pensent qu'on ne les respecte pas ou qu'on n'est pas là parce qu'on n'a pas toujours une position sur tous les pays dans tous les moments. On est des organisations petites qui n'ont pas toujours beaucoup de financement, donc pour nous, ce n'est pas évident de répondre à chaque fois qu'eux voudraient un input. Donc, je sais qu'il y a des frustrations de leur côté, mais voilà. Je pense que s'ils nous offraient un calendrier avec des possibilités qu'on pourrait tous signaler notre intérêt, voilà. Je pense que la solution serait là. Chacun participerait en fonction de ses capacités, ses possibilités, sa spécialisation. Merci beaucoup, Emma. Je vois qu'il y a encore énormément de questions, mais malheureusement, là, pour le coup, le temps ne va pas nous permettre d'aller au bout. Peut-être qu'à la fin, s'il nous reste un peu de temps, on y reviendra, notamment sur la question pour qu'il y ait un cadre sécurisant pour la société civile dans les négociations, les accords de libre-échange, etc. Est-ce que la guerre en Ukraine laisse entrevoir une lueur d'espoir en matière de renforcement des politiques européennes de soutien aux droits humains, notamment quand on voit une mobilisation collective de l'Union européenne sur cette problématique et enfin, je dirais, on y va d'une même voie. Peut-être en 2 minutes, si tu veux bien, Emma, de voir ces 2 petites questions. Merci. Oui, je sais qu'il y a des collègues, par exemple, la FIDH travaille beaucoup sur la participation de la société civile dans les accords commerciaux, et pas seulement en matière d'être consulté comme ça ad hoc avant un dialogue, avant un sommet, mais vraiment d'avoir la société civile dans des mécanismes bilatéraux de dialogue et de monitoring des accords commerciaux, avec une participation permanente d'ONG du côté européen et du côté du pays avec lequel on signe l'accord. Donc, je voudrais pas dire une bêtise parce que c'est pas ma spécialisation, mais je crois qu'il y a des accords qui sont modèles là-dessus, comme le Pérou. Il y a des pays en Amérique latine où on a vraiment prévu la création de commissions société civile au sein de l'accord et qui sont supposées lancer l'alerte, donner des avis. C'est toujours consultatif, bien sûr. Il n'y a aucun accord où la société civile est décisionnaire dans ces accords, mais c'est normal, on n'est pas des exécutifs. Mais je crois qu'il y a des meilleures pratiques là-dessus. J'espère qu'elles sont peut-être sur le site de la FIDH. Donc, sur l'Ukraine, j'ai très peur qu'on répète le printemps arabe, où les gens avaient de l'espoir que ça allait révolutionner la politique européenne, que après ça, on allait se dire c'est essentiel la démocratie et les droits de l'homme dans tous les pays, le respect, l'Union européenne doit en faire une priorité parce que regardez ce qui s'est passé dans les pays de la Méditerranée, sans les droits de l'homme et la démocratie et les dictatures à laquelle ça conduit. Voilà, il y a des révolutions partout. Et après, on a eu presque pire, dans le sens où il y a eu un gros retour de bâton et où on s'est dit
la société civile, les droits de l'homme, la démocratie, ça conduit à l'instabilité, à la révolution. En Tunisie, c'est bloqué depuis. Donc, j'ai peur. On n'a pas toujours eu des révolutions qui se sont soldées par des énormes progrès en matière de prioritisation des droits de l'homme. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Emma Akili, pour cette présentation au nom du Human Rights and Democracy Network et qui, j'en suis sûr, sera aussi alimenter les discussions au sein de la plateforme des droits de l'homme française et qui saura aussi s'inspirer de ces éléments-là. Moi, je garde finalement, peut-être avant de passer à notre deuxième partie sur le devoir de vigilance, et j'ai toujours envie, et je crois que on l'a dit en introduction, on a envie de croire en cette Europe aussi, et un message positif que tu as transmis, c'est qu'il y a des bonnes pratiques qui existent. On a parlé du sommet UE-Chine, sur lequel on pourrait se dire c'est improbable, voire impensable d'imaginer des bonnes pratiques, et pourtant c'est, semble-t-il, un modèle à suivre. Donc j'ai envie de dire que notre Europe garde ça comme objectif, et ça veut dire que c'est possible, et à nous d'aller vers aussi nos interlocuteurs pour leur dire c'est possible, ça fonctionne, donc utilisons ce qui fonctionne et essayons encore une fois de travailler en co-construction et en synergie ensemble. Merci, merci Emma. Je vais ouvrir maintenant la discussion sur le devoir de vigilance et je vais donner la parole à Stéphane Brabant qui va nous faire une présentation de cette directive sur le devoir de vigilance, le processus où on en est, et puis je dirais sur je crois aussi ce qui nous intéresse toujours, ce sont ce partage d'expériences, de longues expériences sur le terrain ou sur divers terrains en tout cas. Donc la parole est à vous, Stéphane. Merci. Merci beaucoup. Alors 10 minutes pour une directive, c'est très très court, mais on va essayer de la traverser, d'en dire un petit peu les plus et les moins, sachant que dans l'Alliance, il y a de nombreux confrères qui sont aussi très experts en la matière, que je salue, qui sont peut-être sur cet écran, et je parle nécessairement aussi sous leur supervision et autorité. En tous les cas, je dirais bravo l'Europe, parce que l'Europe a le courage de ce projet de directive. C'est unique au monde. L'Europe embrasse de façon définitive une perspective qui est une perspective d'une mondialisation qui sera plus humaine ou qui devrait l'être, et elle le matérialise aussi par des dispositions qui sont extraterritoriales. Donc on voit que l'Europe prend beaucoup d'avance dans cette matière, et c'est une très belle chose en ce jour du 9 mai. En tous les cas, le texte était très attendu. Beaucoup d'ailleurs de pays qui n'en ont pas, comme aux États-Unis, enfin qui n'en ont pas, qui ont des législations beaucoup plus légères, les États-Unis et autres regardent ce texte avec beaucoup d'attention à cause de cet aspect extraterritorial. Alors, cette directive, elle est dans cette matière plus globale de la durabilité, du développement durable, et il s'agit ici de cet aspect plus particulier dans le cas du développement durable, des incidences négatives sur les droits de l'homme et sur l'environnement, des activités des entreprises. Alors l'environnement est important et on doit souligner que le Conseil des droits de l'homme avait décidé en octobre 2021 que le droit de l'environnement était un environnement sûr, propre, sain et durable, je cite, est un droit internationalement reconnu, un droit humain internationalement reconnu, donc cela valide bien cette approche plus globale de l'Union européenne. Alors, les sociétés sont très concernées, mais pas seulement. La directive innove d'une certaine façon parce qu'elle implique aussi beaucoup les administrateurs et elle fait des administrateurs des sociétés des gens qui doivent être responsables aussi de la mise en application de ces principes. Ça, c'est une nouveauté qui mérite d'être soulignée et qui est importante. Le rôle essentiel des entreprises dans le cadre du développement durable, de la durabilité, quelque chose de relativement nouveau qui opère un petit peu ce qu'on pourrait appeler certaines révolutions du droit, puisqu'on parle de droit souvent international public qui devient du droit des affaires, et les sociétés sont désormais définitivement impliquées dans le respect des droits humains, chose qui, il faut le rappeler, entraîne un changement d'état d'esprit non seulement pour les sociétés, mais aussi pour les juristes, qui est relativement important.
Alors, il y avait beaucoup de choses qui étaient attendues, il y a des choses qui sont positives. C'est vrai que cette directive va apporter une sécurité juridique aux entreprises, qu'elle va, ce qui a été très demandé par les entreprises aussi, leur permettre d'avoir un terrain de jeu qui soit de même pour avoir une concurrence loyale. Ça va aussi apporter pour les consommateurs beaucoup plus de transparence, même si ce n'est pas complètement satisfaisant, mais on doit s'apercevoir que grâce à ce type de texte, les choses avancent bien. Cette transparence permettant aussi les recours, de s'apercevoir ce qui se fait bien, ce qui se fait moins bien par qui, et aussi par cette directive européenne va amener quelque chose de très vertueux, c'est de lutter, d'aller contre cette fragmentation du droit entre les différents pays européens, voire même, puisqu'il y a une innovation assez extraordinaire dans ce projet de directive, c'est que en droit international privé, les États pourront, dans le cas de la responsabilité civile, imposer le droit du pays d'un État membre sur un droit qui serait le droit du lieu du dommage. Donc on voit bien que au travers de cette directive et de ce droit, il y a des réévolutions du droit, le R étant entre parenthèses. Alors ça concerne, on ne va pas aller dans les détails, on n'a pas le temps, pas suffisamment de sociétés, en réalité 1% des sociétés en Europe, ce qui veut dire que 99% ne le sont pas, qui sont notamment les PME, mais il faut insister, ce droit s'appliquera aussi aux entreprises en dehors de l'Union européenne, dans certaines conditions de chiffre d'affaires seulement, ce qui est tout à fait normal, mais ce qui serait très intéressant puisque cette extraterritorialité est un petit peu le parallèle de l'extraterritorialité du droit de corruption, vous le savez, américaine ou anglaise, qui est extraterritoriale, et bien là, c'est le droit européen qui devient extraterritorial en matière de droits humains. C'est un parallèle qui est tout à fait intéressant à souligner. Alors, les PME sont exclues, mais pas entièrement, puisqu'elles sont incluses de façon significative dans le périmètre qu'on appelle rationné personae. Alors, elles le sont comme relation commerciale, en tous les cas, pour identifier tous les risques, et de façon regrettée par certains, uniquement lorsqu'elles sont réputées être une dite relation commerciale bien établie, et c'est ajouté avec le mot bien établie, qu'elles seront concernées dans le cadre de la prévention des dommages ou de leur cessation dans le cadre de cette directive. Donc ça, c'est quelque chose qui est regretté. C'est un petit peu ce qui a été appelé la théorie du ruissellement, c'est-à-dire qu'on part du haut et on va vers le bas, mais avec cette limite que ça s'arrêtera à uniquement une relation dite commerciale bien établie. Alors, le législateur, dans le cadre de la directive, a été attentif aux PME et à leurs difficultés financières pour organiser aussi, tant au niveau des entreprises de noces d'ordre que des États, des soutiens, des aides possibles de toute nature pour leur permettre de pouvoir mettre en œuvre elles-mêmes, lorsqu'elles vont devoir hériter d'une certaine façon de cette obligation de vigilance dans leurs propres activités sur le respect des droits humains et de l'environnement, qu'elles puissent être assistées, aidées, en tous les cas épaulées. C'est une chose aussi très intéressante et qui est assez qui est bien vue, qui devrait favoriser. Aussi, le périmètre d'immatériel de la vigilance, eh bien, c'est tous les droits humains et l'environnement qui sont définis dans les conventions internationales. Il faut souligner que donc cela veut dire que ce qui est souhaité, c'est que les conditions de travail, on va le dire simplement, soient les mêmes dans le monde entier au travers de ce mécanisme de vigilance. Et pour ce qui est des filiales, des PME, des relations commerciales établies, il faut souligner que ce sont toutes celles qui sont directes ou indirectes. Et en plus, en amont et en aval, ce qui est tout à fait nouveau aussi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Donc, tout ce qui est au-dessus et tout ce qui est en dessous. C'est toute la chaîne de production, de distribution, de transport, de déchets, toutes les activités connexes, toutes les prestations de services aussi autour d'une activité de l'entreprise responsable. Ça, c'est très étendu et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Alors, à la différence du droit français que Raphaël va rappeler tout à l'heure, cette vigilance, c'est tous les impacts sur les droits humains et l'environnement et pas uniquement sur les atteintes graves, comme c'est souligné dans le cas du droit français. Le droit français dit bien d'identifier tous les risques, mais c'est de prévenir les atteintes graves, ce qui n'est pas le cas en droit de l'Union européenne. Alors, les mesures de vigilance sont très étendues, très étendues. Il y en a 6. Je ne peux pas aller dans les détails, mais il faut les intégrer dans des politiques globales de l'entreprise, avec au travers de codes de conduite, d'avoir des approches. Donc, tout ça doit être très clairement identifié.
Il faut identifier toutes les incidences négatives, pas les plus graves, une fois plus. Toutes les incidences négatives réelles ou potentielles doivent être identifiées. Il faut savoir les prévenir, les atténuer, y mettre fin. Tout ça est organisé et au travers de ce qu'on appelle des mesures dites appropriées. Alors, les mesures appropriées, ce sont des mesures qui s'inscrivent dans un certain contexte. Il peut y avoir un esprit de hiérarchisation, il peut y avoir une analyse du contexte dans lequel ça se passe, de l'accessibilité des sociétés à ces différentes mesures. Donc, c'est vrai que tout ceci va créer un petit peu d'incertitude, c'est-à-dire que ce seront probablement aux juges ou à l'autorité de décider si effectivement toutes ces mesures étaient effectivement appropriées ou pas. Ça laisse un petit peu d'incertitude dans l'interprétation. Enfin, quelque chose de nouveau aussi, de très intéressant, c'est que la directive organise un mécanisme pour des réclamations, qu'on appelle les procédures de plainte, à l'instar un petit peu de ce qui est organisé par les principes directeurs des Nations Unies. Donc, cela devrait permettre de pouvoir obtenir pour les victimes des réparations, on peut l'espérer justes et en tous les cas rapides, ce qui peut être aussi quelque chose de favorable. Je sais que certains s'inquiètent dans la société civile de dire « oh là là, ça va être dans les mains des sociétés », mais je crois que c'est une mesure qui, si elle est bien mise en œuvre, devrait être très efficace pour permettre des indemnités rapides. Il faut aussi, les entreprises devront contrôler l'efficacité de toute leur politique et surtout communiquer. Alors communiquer, il faut insister là-dessus. Ça aurait pu être un petit peu plus étendu, mais la communication est déterminante, notamment pour le cas de la responsabilité civile, puisque plus une société communique, au plus elle est transparente, au plus elle dit ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait. On peut en déduire, on peut avoir certaines conclusions sur le plan de la responsabilité civile. Je ne m'étendrai pas, ce n'est pas le moment. Les consultations des parties prenantes est organisées, probablement pas suffisante, uniquement au niveau de la prévention et de la cessation des dommages, mais sinon c'est facultatif et pour la gestion des plaintes, ça n'est malheureusement pas obligatoire. Il y a une autorité de contrôle, c'est aussi une nouveauté qui est une bonne nouveauté. Alors certaines ONG regrettent qu'il n'y ait plus la saisine du juge pour faire ordonner à l'entreprise de se conformer à la loi, mais on peut dire que l'autorité de contrôle jouera ce rôle. En tous les cas, on peut le penser. En tous les cas, c'est s'il se devine des pouvoirs qui lui sont donnés, y compris des pouvoirs aussi de sanctions financières, sachant que dans ce cadre-là, il sera toujours pris en compte aussi de la part des entreprises les efforts qu'elles feront pour bien protéger les droits humains et l'environnement. Pour terminer, on n'a vraiment pas le temps, la responsabilité civile est aussi organisée dans cette directive. Elle existait en droit français, elle n'était pas en droit allemand. Ce texte est un texte de compromis, d'ailleurs, beaucoup entre le droit français et le droit allemand. Et on le sent aussi, de discussion entre la société civile d'un côté, les sociétés, les entreprises de l'autre. On sent effectivement qu'il peut y avoir certains indices des lobbies qui se sont prononcés, c'est vrai. Donc c'est un texte un peu de compromis, mais la responsabilité civile est là. Alors elle est un peu regrettée par certains parce qu'elle s'arrêterait aux relations commerciales établies pour un certain rang, donc ça, au lieu d'être uniquement sur les impacts et la gravité des impacts. Mais en tous les cas, cette responsabilité existe et est renvoyée aux États, à chacun des États membres. Il y aurait beaucoup à dire, et notamment sur la charge de la preuve. Sur la charge de la preuve, il y a des choses qu'on pourrait discuter largement sur le fait de savoir combien la faute ne serait pas constituée par les textes, les dommages et le lien de causalité pouvant en résulter d'une certaine façon ou être parfois présumés. Mais ça, c'est un autre débat. Enfin, les administrateurs, comme je le disais, des grandes entreprises sont concernés aussi par le texte. Ils se devront de prendre des actions, de superviser les actions de vigilance, d'adapter leur stratégie d'entreprise. Ils devront aussi veiller aux conséquences de leurs décisions sur la durabilité de leurs activités et enfin sont aussi sollicités pour la lutte contre le changement climatique et d'être en accord avec les accords de Paris, même si malheureusement cette partie du texte ne fait pas partie de la responsabilité civile. Voilà, je vais en terminer là. Les 10 minutes sont passées. Malheureusement, c'était un peu court, mais j'espère que vous aurez pu avoir en 10 minutes ce rapide revue de cette directive et de ses plus et de ses moins, de ce qui peut être amélioré, de ce qui doit être souligné comme étant des bonnes nouvelles. Merci. Merci Stéphane. Alors, encore une fois, le débat restera ouvert, hein, puisqu'il y a
énormément de questions qui ont été posées pendant votre intervention. Donc, on aura sûrement l'occasion de revenir sur tout cela un peu plus en détail lors du question-réponse. Moi, je voudrais souligner simplement, vous avez mentionné quelque chose d'intéressant, finalement, le courage de l'Europe sur cette directive, le courage européen, et du coup, ça me fait une belle transition vers la présentation de Raphaël. Est-ce que la France a ce courage-là et dans quelle mesure elle s'inscrit au niveau national en concordance peut-être avec cette directive? Donc, merci Raphaël. Et merci Lionel et merci Stéphane. C'est toujours difficile de parler après Stéphane, en particulier sur ce sujet-là. Je vais essayer d'être assez bref, justement pour laisser la place à la discussion et au débat, parce qu'il nous reste moins d'une demi-heure. Effectivement, comme tu l'as dit Lionel, la France non seulement est en adéquation avec la directive qui est en train d'être travaillée au niveau de l'Union européenne, mais est même précurseur, puisque la loi du 27 mars 2017 a institué, c'est la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Et donc, elle a institué cette nouvelle obligation de vigilance et visant notamment pour la première fois, a mis cette notion de mise en œuvre de responsabilité et de devoir de plan de vigilance de la part des entreprises, de mise en œuvre de plan de vigilance visant, et comme l'a dit Stéphane, c'est ce qui la différencie de la directive de l'Union européenne, qui, il faut le préciser, n'est pas encore passée, hein, et il y a encore du temps pour l'Union européenne de travailler dessus, puisque d'abord, elle va être discutée au sein de l'Union, de la Commission, et après travailler un certain temps pour la transposition dans les législations des membres. Mais en tout cas, sur la loi française, elle vise à prévenir les risques d'atteinte grave. Et donc, effectivement, c'est une certaine limite, même si c'est quand même quelque chose d'extrêmement novateur. Tout le monde le sait, c'est à la suite de l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2013. Et donc, finalement, en 2013, le Rana Plaza, 2017, cette loi, c'est donc finalement 4 ans. Je dirais que c'est assez peu et c'est assez ambitieux. C'est en 4 ans. Les législateurs français ont réussi à mettre en place cette loi et aussi peut-être parce qu'il y avait une habitude et une structuration de la RSE dans les entreprises françaises qui était assez ancienne et assez forte. Certains disent qu'il y avait la structuration autour des questions RSE et des fois même de temps en temps sur les droits humains était mature dans la structuration des grandes entreprises et multinationales françaises. En tout cas, le questionnement était déjà présent. Cette loi de 2017 instaure cette nouveauté, c'est d'abord la réflexion sur les droits humains, mais aussi la question du droit environnemental qui aujourd'hui est partie prenante de toutes les questions de contentieux et de vigilance. Il y a aussi les questions de santé et sécurité qui se rajoutent. Donc, il est demandé maintenant, avec cette loi de 2017, d'appliquer des mesures de vigilance raisonnables au travers de ces plans de vigilance, à la fois pour les multinationales, mais les entreprises de plus de 5000 salariés, mais aussi les filiales directes ou indirectes. Ça a été assez fort. Qu'est-ce qu'a apporté cette loi? Je dirais que la loi a apporté aux entreprises, je dirais que même si c'était déjà existant, comme je l'ai dit, c'était quand même assez éparse, pas forcément structuré. La loi a apporté une professionnalisation, une structuration et une systématisation via peut-être, par exemple, un travail sur l'élaboration de méthodologies et cette obligation pour certains
de mettre en place dans leur schéma ces plans de vigilance. Donc, l'obligation à apporter cette professionnalisation, cette systématisation, ça a apporté aussi plus d'acteurs touchés au sein de la structuration des entreprises françaises. Alors, on l'a dit, hein, il y avait la question du ruissellement, de l'objectif de ruissellement pour les plus petites entreprises. Ce qu'on remarque quand même, et c'est une des craintes importantes, c'est que 1% Stéphane l'a dit, 1% des entreprises européennes sont touchées par la directive européenne, et ce qui est vrai aussi pour les entreprises françaises. Hein, on le retrouve au niveau des entreprises françaises, puisque ce sont les multinationales. Mais comme aujourd'hui, on touche tous les acteurs de la chaîne de valeur, mais aussi finalement ces filiales directes ou indirectes, on a, enfin, la loi de 2017 avait cette ambition, par ruissellement, de toucher les PME sans les viser directement, parce qu'il avait été identifié que les PME, étant plus fragiles, n'avaient pas les moyens nécessaires de lancer ces plans et de travailler, de mettre en place, de mettre à disposition des salariés, des RH, des moyens financiers, etc. Ça sera peut-être une des améliorations dans le futur, parce que moi, j'espère quand même que l'ensemble des entreprises françaises ne soient plus seulement dans une logique de ruissellement, mais dans une logique proactive là-dessus. Ça a touché aussi plus d'acteurs au niveau des entreprises elles-mêmes. Stéphane a parlé des conseils d'administration, mais finalement, il y a quelques années, le rôle du responsable droits de l'homme dans les entreprises a pris plus d'importance. Je dirais, je le mettrais au corollaire, pareil, dans le directeur RSE d'une entreprise, il y a 20 ans, c'était le strapontin c'était le placard dans une entreprise. Je pense fondamentalement que depuis quelques années, le directeur RSE n'est plus un poste de placardisation dans une entreprise, et on peut espérer que la logique maintenant, avec cette loi sur le devoir de vigilance, a aussi ouvert un plus grand rôle au directeur RSE. Et maintenant, il y a plein d'entreprises qui ont une direction droits humains. C'est important à noter. Donc, il y a eu la création de ces directions. Il y a eu aussi la direction de la conformité, la direction des risques, les partenaires, les fournisseurs sont impactés par cette loi sur le devoir de vigilance. Alors, je disais que la limite, c'était un peu le nombre d'entreprises touchées. C'est vrai que ce ruissellement ne va pas toujours au bout de la chaîne, et il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Moi, j'aimerais mettre l'accent sur 3 choses. Je vais essayer d'être très rapide sur les 3 derniers points dont je veux parler. C'est le rôle des ONG. Voilà, le rôle de la société civile qui a ce rôle de vigie. Et je tiens à saluer, il y a de nombreuses ONG en France et françaises qui sont moteurs au niveau français et international. Je tiens à citer notamment le radar du devoir de vigilance lancé par le CCFD et Sherpa, qui a lieu tous les ans et qui donne une sorte de situation notamment de suivi, parce que ce plan de vigilance, cette loi de 2017 implique maintenant un suivi nécessaire. Nous devons suivre. Alors, certains auront une logique de vigie, de watchdog, sur le fait que est-ce que les entreprises appliqueront et mettront en place ces plans de vigilance, seront efficaces, ils analyseront les mesures contenues au regard des exigences légales, mais aussi sur l'effectivité de la mise en œuvre, etc. D'autres seront plus dans l'accompagnement et le partenariat avec les entreprises. Néanmoins, quelle que soit l'approche, le rôle de la société civile me paraît essentiel dans ce dialogue et dans la mise en œuvre du plan de vigilance et de cette loi du plan de vigilance. Ensuite, il y a eu un certain nombre de contentieux qui ont été lancés ces dernières années. Donc, en termes de résultats, les entreprises font face, enfin, certaines multinationales font face à certains contentieux, souvent liés à une vigilance ce que j'appellerais une vigilance climatique,
c'est-à-dire vraiment l'approche qui aujourd'hui touche une grande partie, et la plus grande partie, je pense, de cette loi de vigilance. On pense notamment à l'action qui est faite contre Casino au Brésil, le groupe Casino et sa filiale Grupo Pão de Açúcar, autour de la déforestation en Amazonie, mais pas que, aussi sur la question de l'accaparement des terres des populations autochtones. Donc on est à cheval vraiment sur l'ensemble des logiques de la loi du droit de devoir de vigilance de 2017. Total, d'abord en Ouganda, et puis Total Énergie a aussi été... il y a un contentieux autour de ce contentieux climatique. Ces dernières années, il y a eu aussi la multinationale Téléperformance, qui est le géant mondial des centres d'appel. Et là, on est plus sur un contentieux sur le droit des travailleurs. Le EDF au Mexique, sur son parc éolien, ou Suez au Chili, sur le droit à l'accès à l'eau potable. Vous voyez, avec ces exemples assez différents, on est sur cette question-là. Sur l'ensemble de ces contentieux intéressants, les droits des travailleurs, les autochtones, les populations autochtones, la vigilance climatique. Alors, Lionel, tu as parlé, on était le 9 mai, la journée de l'Europe. On est aussi le 9 mai pour la Russie, c'est la journée de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc, je trouve que la question de la Russie a apporté un nouvel éclairage à cette loi sur le devoir de vigilance. Parce que les législateurs n'avaient pas pensé le devoir de vigilance dans une logique conflit armé. La crise en Ukraine et l'implication en Russie a amené, vous l'avez vu dans les derniers mois, énormément de débats et de discussions sur le rôle des entreprises privées et le comportement des uns et des autres. Et à certains égards, la question de leur responsabilité vis-à-vis du devoir de vigilance a été posée. Notamment, Greenpeace et les Amis de la Terre ont mis en demeure Total Énergie de cesser les activités en Russie au regard du devoir de vigilance et de la loi sur le devoir de vigilance. Ça, c'est intéressant. D'autres ont choisi de rester en Russie pendant un temps, je pense au groupe Mullier, donc Auchan et autres, notamment en s'appuyant sur des arguments liés au devoir de vigilance sur le droit des travailleurs. S'ils quittaient la Russie, ils abandonnaient leurs travailleurs et donc c'était des questions légitimes. Ça apporte énormément de questions. On ne va pas avoir le temps de les aborder là tout de suite. Une minute, Raphaël. Voilà, mais je termine vraiment. Ça apporte énormément de questions. Je tiens aussi à rappeler quelque chose, un événement et un contentieux qui apporte aussi, et qui a été en 2019 et puis surtout en 2021, c'est la décision historique de la Cour de cassation sur la question de Lafarge, du cimentier Lafarge, et son rôle dans le financement du terrorisme en Syrie et le financement de Daesh dans son usine de Jalabia. Ça, c'est quelque chose qui aussi amène une extension de la réflexion qui, à mon avis, est intéressante à voir. Le 18 mai prochain, donc dans quelques semaines, la semaine prochaine, la Cour d'appel de Paris rendra sa décision sur la validité de la mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. Donc, on est passé au-delà de la question de la loi du devoir de vigilance sur la responsabilité civile. Là, on aborde avec ce cas Lafarge sur des complicités pénales, et alors même jusque financement du terrorisme et complicité de crimes contre l'humanité. Donc voilà, c'est important. Moi, je tiens juste en conclusion, augmenter le rôle et la place des ONG, et notamment augmenter les lieux de concertation entre les ONG et les entreprises. Et je pense que le rôle du MEDEF doit être plus impliqué dans cette logique-là. Et voilà, cette question du ruissellement et de comment faire que les plans de vigilance puissent toucher aussi les plus petites entreprises. Et pour finir, je pense que les consommateurs français doivent avoir plus de rôle, peut-être être plus sensibilisés
Les consommateurs français, me semble-t-il, sont moins impliqués aujourd'hui que peuvent l'être les consommateurs scandinaves ou du nord de l'Europe, mais ils ont un rôle fondamental. Les investisseurs aussi auront un rôle extrêmement important dans cette logique de vigilance qui prévaut en France et peut-être dans l'Union européenne très bientôt. Merci Raphaël. Comme on a pu le voir, ce sont des débats, je dirais, passionnants, animés. D'ailleurs, les questions qui vont vous être bombardées et qui arrivent en seront le témoignage. Je crois qu'il y a quand même un petit rappel qui est intéressant, finalement, c'est de voir, et tout à l'heure aussi Stéphane en parlait, hein, le domaine de la sphère du privé-public aujourd'hui, où finalement la question des droits humains et les questions d'enjeux de société ne sont plus que de la seule responsabilité de l'État et des gouvernements, mais d'une implication aussi du privé et notamment des entreprises. Au niveau des questions, je vais vous partager ce que j'avais un petit peu dans le chat, notamment, et on le sait pour le voir sur d'autres thématiques, la question, finalement, une fois l'adoption d'une directive ou d'une norme, au sens beaucoup plus large, de la question, finalement, de la mise en œuvre, et notamment de la compétence de l'Union européenne et des États sur la mise en œuvre de cette directive. Est-ce que cette directive prévoit même des sanctions en cas de non-respect par les entreprises européennes? Voilà, je dirais une première question. Je vais juste répondre moi. J'ai un élément de réponse que j'ai en tête sur la question de la mise en œuvre pour la directive de l'Union européenne. Alors, ça peut évoluer encore. Hein. Encore une fois, ça va encore peut-être évoluer. Est-ce que toujours dans le bon sens? On espère. Mais aujourd'hui, dans cette directive, il y a une liste précise d'exemples d'obligations. Avec à chaque fois les conventions internationales qui sont citées en annexe. Cette liste, son objectif est justement d'aider à la mise en œuvre pour qu'elle soit le plus précise pour les entreprises et qu'après on puisse les mettre au regard de leur plan de vigilance. La problématique quand il y a une liste, le problème c'est que ça fige les choses et que certains pourront éventuellement essayer de passer entre les éléments qui seront présents sur cette liste. Voilà. Alors, avant de laisser la parole à Stéphane, une autre question qui fait lien en fait, hein, qui est un peu dans la continuité, c'est finalement sur la question, on a parlé du champ d'application hein, assez limité, puisque ce sont pour des entreprises plus de 500 employés, un chiffre d'affaires annuel qui dépasse 500 millions d'euros, etc. Au niveau européen, avec quelles mesures on peut lutter contre l'impunité finalement des entreprises qui n'entreraient pas dans ce champ d'application en questionnant le ruissellement, etc. Voilà les deux premières questions et puis je reviendrai sur d'autres questions si le temps nous le permet. Merci. Raphaël, tu voulais répondre ou... Non, je te laisse et après je le compléterai. Alors, d'abord, il faut bien garder en tête que les principes directeurs des Nations Unies et ceux de l'OCDE demeurent. Il y a tout un corps de règles qu'on appelle de droit souple au niveau international qui sont là. Sachez aussi que ces règles de droit international sont très souvent endossées, soit de façon unilatérale par les entreprises et qui ensuite les répercutent par ruissellement dans toute leur chaîne de valeur. On s'aperçoit donc qu'en réalité, il y a tout un corps de règles de droit dits souples qui sont durcies au fur et à mesure que le temps passe par les contrats internationaux, par les engagements unilatéraux et, troisième source, par des références qui sont faites dans des décisions de justice. On l'a vu par exemple dans l'affaire néerlandaise et on en voit dans d'autres affaires. On s'aperçoit donc en réalité que nous allons un peu et aussi en dernier point en arbitrage international. Et on s'aperçoit que la protection des investisseurs aujourd'hui est mise en balance avec celle des droits humains. On ne peut pas les opposer, mais les mettre en balance. Je pourrais aller dans les détails, ce n'est pas le forum. Toujours est-il qu'il n'y a pas d'échappatoire réel. En tous les cas, certainement pas sur le plan de la réputation, certainement pas sur le plan des financements.
les banques ne vont pas regarder si, enfin, bien sûr qu'elles vont regarder si leurs clients vont appliquer la loi ou pas. Mais les banques vont plus loin. La bancabilité d'un projet, c'est le fait de la loi de la banque qui va s'appliquer. C'est-à-dire les institutions financières vont imposer leur point de vue. Et on travaille, par exemple, sur de nombreux projets dans lesquels les institutions financières internationales ou les banques imposent aux sociétés, dans le cadre des financements, les règles qui sont ces règles, qui sont celles qui peuvent être reprises dans la directive, dans le droit français, dans les principes directeurs des Nations Unies, de l'OCDE, celles des principes des standards de performance de la SFI, etc., etc. On s'aperçoit donc qu'en réalité, il y a énormément de ce que j'appellerais des nouveaux juges, les consommateurs, les institutions financières, les actionnaires, etc., etc. Et aussi, on voit aujourd'hui que la technologie nouvelle commence à prendre en main ces obligations. Et on voit de plus en plus d'acteurs qui utilisent par exemple des mécaniques ou des outils comme la blockchain pour mettre en avant le fait au travers des QR codes qu'ils respectent bien tous les droits humains. Et là, ils sont en train de donner une espèce de façon de faire. Donc oui, effectivement, il y a des entreprises qui ne seront pas soumises à la directive, ni par ruissellement, ni en tant qu'acteur principal. Mais en tous les cas, on doit appeler, en tant que conseil, on doit appeler leur attention sur le fait que les taux se resserrent considérablement et que ce n'est pas parce qu'on peut dire j'y échappe sur le plan du droit que j'y échappe réellement sur les plans des conséquences du droit. Voilà un peu ce que je pourrais dire en quelques secondes. Merci. Du coup, je me permets de rebondir parce que c'est dans la continuité de ces questions-là peut-être, et c'est intéressant sur finalement les conséquences. Notamment, une des questions, c'est concrètement, que risque une entreprise européenne, par exemple de télécommunications, qui permettrait l'espionnage de défenseurs des droits humains en dehors de l'Union européenne? Et avez-vous des exemples d'entreprises vertueuses actuellement sur ces aspects de devoir de vigilance, puisqu'on est plutôt dans le narratif positif aussi, de ces bonnes pratiques? Alors, je crois qu'on aurait envie de penser qu'il y a beaucoup plus d'entreprises vertueuses que non vertueuses, même si il est certaines parties de la société civile qui veut démontrer le contraire. Il y a, on le sait en France, un cas, je crois que c'est toujours dans les tribunaux, effectivement, d'un dévoiement d'une technique de télécommunication et d'écoute qui a fait que cela aboutit à des tortures. On le sait, je ne sais pas du tout où en est cette affaire dans laquelle je ne suis pas impliqué d'ailleurs. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de très vrai. On dirait qu'il n'y a pas une journée qui se passe sans que les grandes entreprises de chat, d'Internet et autres, toutes ces entreprises sont aujourd'hui très concernées. Aujourd'hui, on peut affirmer qu'il n'y en a pas une d'elles qui ne réfléchissent pas sur les conséquences de leur façon de communiquer, de leur façon de distribuer la communication et autres. C'était quelque chose qui était ignoré, mais comme pour tout le monde, Raphaël a bien rappelé, ce sont des règles qui ont 10 ans environ, 10 ans simplement. En 10 ans, le changement d'état d'esprit est considérable. Je voudrais simplement dire que quand il y avait 20 ans, quand on avait commencé à s'intéresser au respect des droits humains par les entreprises, je peux vous dire qu'au tout début, on pourrait dire qu'il n'y avait pas une seule entreprise qui considérait que c'était dans des obligations qu'elle devait avoir. On pourrait dire peut-être pas une seule. Même le contraire, c'était pour elles quelque chose qui ressortait du droit des États. Et elles ont raison, ça reste être quelque chose qui relève des États. Et si elles doivent le dire, elles ont parfaitement raison. Et ajouter le fait que les entreprises désormais sont impliquées. C'est de là d'ailleurs qu'on a des notions comme la licence légale et la licence sociale. On doit penser 2 fois maintenant. C'est un petit peu ça le mouvement. Et aujourd'hui, ces entreprises, dans quelques secteurs que ce soit, au début c'était fortement l'extractif, la mine, le pétrole, etc., qui sont des entreprises qui sont plus manifestement exposées à des violations de droits humains et de l'environnement. Aujourd'hui, on peut dire que c'est très étendu. Pour ma part, je ne connais pas de secteur d'activité qui ne s'intéresse pas, et on voit d'ailleurs de plus en plus de politiques sectorielles, de guides sectoriels et d'initiatives professionnelles qui se tournent vers ces droits-là. Il y a un changement d'état d'esprit. Est-ce que tout est parfait? Non. Est-ce que ça peut changer du jour au lendemain? Non plus. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore des entreprises peu regardantes, violentes, ne respectant pas de façon caractérisée les droits humains? C'est absolument vrai.
Mais aujourd'hui, on peut s'apercevoir que les taux se resserrent considérablement. Une fois de plus, ça n'est pas pleinement satisfaisant, je suis d'accord. Je partage un peu ce qu'a dit Stéphane, c'est que je ne suis pas sûr que la logique entreprise vertueuse, alors peut-être la logique mouton noir, peut-être là, a une logique, c'est-à-dire vraiment voir ceux qui ne rentrent pas du tout et ne jouent pas du tout le jeu. Néanmoins, il y a quand même aujourd'hui cette loi en France, si on s'appuie sur la loi française, hein, pour l'instant, c'est sur celle-là qu'on peut s'appuyer pour faire une analyse et pour évaluer, a impliqué quand même une logique de mettre cette question au centre des débats internes des grandes entreprises. Et en ça, la loi de vigilance, la loi de devoir de vigilance, la loi de 2017 a été vertueuse, si je reprends ton terme, puisqu'elle a apporté cela. Après, évidemment, peut-être pas assez rapide, le ruissellement ne coulant pas, je l'ai dit tout à l'heure, pas jusqu'en bas, et en même temps, on comprend les PME. Quand on est une PME, on a des charges qui ne sont pas les mêmes, on a des fragilités qui ne sont pas les mêmes qu'une multinationale. Et néanmoins, il faut que ces PME, petit à petit, comprennent que ça s'adresse aussi à eux et qu'il faudra qu'ils s'y collent. Mais c'est peut-être la question de le faire de manière évolutive. J'ai cru lire une question à un moment sur les seuils et les leviers. Dans la directive européenne, il me semble, hein, c'est à vérifier, mais il me semble que c'est aussi c'est prévu de manière évolutive. Elle sera révisée dans 2 ans, justement sur la question des seuils, et notamment pour certains secteurs identifiés à risque. Alors, je ne sais plus, c'est l'agriculture de mémoire, le textile évidemment, et je suppose les extractifs. Mais voilà, c'est. Merci. Alors peut-être une autre question sur finalement savoir si ce projet de directive de la Commission ne peut-il pas être atténué ou annulé par les États membres, du moins tiré vers le bas. J'imagine que ce sont aussi pas mal de négociations qui vont avoir lieu. Et quelle est également la position du gouvernement français? On a entendu un précurseur en 2017, mais quelle est sa position? Et est-ce que vous auriez l'idée d'un calendrier d'adoption de ce projet de directive? Pour le gouvernement français, je pense qu'il est en train de changer, donc on va attendre de voir quel sera le nouveau et on saura quelle sera sa position. Vous savez qu'il peut y avoir des sensibilités politiques qui s'expriment, en effet, et on s'en souvient pour la loi sur le devoir de vigilance, dans quel environnement, dans quel contexte elle a été adoptée. C'est la dernière loi qui a été adoptée sous une ancienne présidence. Pour le calendrier, non. Est-ce que ce texte peut évoluer? Oui, Raphaël l'a souligné de façon pertinente tout à l'heure. Il y a aujourd'hui de nombreux questionnements qui se font. Il y a beaucoup de groupes qui sont très animés pour réfléchir. Pour ma part, je suis par exemple dans un groupe avec des confrères allemands, hollandais, italiens, espagnols, où on essaye de réfléchir ensemble sur ce qui serait un dénominateur commun qui serait le meilleur pour ce respect des droits humains et de l'environnement. Il y a des contextes culturels qui sont différents. Il y a petites et grosses entreprises, il y a la société civile et les entreprises, il y a les différentes nationalités, cultures, approches des choses. C'est pas facile. Donc, il y aura un texte de compromis. Maintenant, on va attendre les retours du Parlement puis du Conseil, puisque c'est l'ordre des choses en droit européen, si j'ai bien compris. Le commissaire à la justice, Didier Reynders, que je connais très bien personnellement pour d'autres raisons, au moment où il était ministre des Affaires étrangères belge, suit pas mal ce dossier. Emma l'a dit avant, pour le coup, il fait partie de ceux qui ont plutôt ouvert son cabinet pour les dialogues. Après, il va y avoir, en termes de timing, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 temps. Il y a le temps au niveau de la commission des discussions et après le temps de la transposition. Et ça peut être long, effectivement, au moins 2 ans pour le deuxième temps. Et le premier temps, c'est de 1 à 2 ans aussi.
Donc, je pense qu'il ne faut pas penser une effectivité de cette directive de l'Union européenne avant 4 ans, 3-4 ans. Voilà. Donc, c'est du temps long. Mais après, le temps long, c'est aussi des choses, c'est des standards et des normes qui commencent à se mettre en place. Hein. On est sur la logique de normes et de standards. C'est aussi ça. Des fois, on peut être un peu, voilà, on peut manquer de patience. Un patient peut être impatient, on peut se dire, mais sur le temps, c'est du temps moyen, c'est même pas du temps long, c'est du temps moyen. Hein. C'est même pour certains, c'est du court terme. 4-5 ans. Mais ça va quand même intégrer au niveau de l'Union européenne des standards très différents. Alors, ce que je voudrais ajouter, si je peux, Lionel, c'est que beaucoup d'entreprises ont un peu exprimé des inquiétudes sur le fait que en Europe, on serait, comme en France on l'est aujourd'hui, en Europe demain, soumis à ces textes qui peuvent devenir un peu coûteux pour certaines entreprises. Il y a 2 commentaires à faire là-dessus. D'abord, le fait que le droit européen, d'abord, le fait que cette attitude vertueuse pourrait être très gagnante pour les entreprises. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. La deuxième chose, c'est que la directive est extraterritoriale. Et ça, c'est très intéressant. Parce que cela veut dire que toute entreprise chinoise, américaine, russe, argentine ou autre qui aurait dans l'Union européenne un marché de 150 millions d'euros en espèces ou moins pour ce qui est de certains secteurs d'activité, y serait soumise. Donc, l'extraterritorialité va avoir des conséquences significatives et va faire que, et c'est le but d'ailleurs de cette directive européenne, c'est d'être entre guillemets, sur le même terrain de jeu, où on appelle ça la concurrence loyale, en anglais, level playing field. Voilà où on en est. Donc, il y a une avancée considérable dans cette approche extraterritoriale et donc planétaire. Donc, on peut penser que cette directive, qui, on doit l'espérer, va rester extraterritoriale, aura un rôle très vertueux sur le plan planétaire, sans quoi l'Europe prend un leadership qu'on peut estimer être très vertueux. Certains vont dire pas suffisant, on peut toujours avoir plus, mais en tous les cas, qui va dans une voie vertueuse. Merci beaucoup. Le temps nous contraignant, je voulais remercier d'abord les intervenants pour la richesse évidemment du partage de leurs expériences et de leurs connaissances avec les participants. Comme vous l'avez vu, beaucoup de questions sont revenues, donc peut-être que nous reviendrons vers vous aussi sous différentes formes pour compléter et pour éclaircir un peu nos lanternes. Peut-être pour dire et pour conclure ce webinaire, on s'aperçoit finalement, et c'est un peu à double jeu, un espace civique où finalement cet environnement qui doit permettre à la société civile de jouer un rôle dans une vie politique, une vie économique, sociale, eh bien parfois peut être mise à l'épreuve et avec une certaine restriction ou en tout cas un rétrécissement de cet espace dévolu. On pourrait aller plus loin ne serait-ce que dans les éléments de langage. On peut s'amuser, vous verrez, dans de plus en plus de textes, de faire des contrôles F et chercher les mots droits humains qui ont tendance à disparaître ou en tout cas laisser place à un nouveau type de wording qui pourrait pour avoir des conséquences dans le temps. Et en même temps, on a pu entendre aussi qu'il y avait des bonnes pratiques et que finalement il y avait aussi un changement d'état d'esprit des sociétés et donc du groupe privé. Et quand on entend que cet espace civique, c'est également l'environnement dans lequel la société civile joue un rôle au niveau économique, et bien peut-être qu'ici, il y a un nouveau créneau, une nouvelle place aussi, comme l'a rappelé Raphaël, pour les ONG, pour leur devoir de vigilance, de collaboration, de coopération avec les entreprises, pour accéder à l'information, pour exprimer leurs désaccords, pour instaurer un dialogue et finalement aussi, et c'est l'exemple peut-être aujourd'hui de la PDH, de s'unir pour pouvoir exprimer un point de vue qui peut être partagé et qui démontre, je dirais, pour conclure en cette journée de l'Europe, que finalement les droits humains sont l'affaire de tous et que
le meilleur juge de toutes ces affaires, ce sont finalement l'opinion publique, et c'est aussi elle qui est à convaincre de l'importance de la place des droits humains dans nos sociétés. Je vous remercie, au revoir et bonne journée à tous. Bon courage pour nos travaux qui nous attendent auprès de l'Union européenne et des autres partenaires au sein de l'Union européenne. Merci. Merci à vous tous et merci. Merci tout le monde. Merci Raphaël. Merci Stéphane.